Quand vous êtes à ce niveau, vous n'êtes plus un individu ordinaire, mais un véritable pays. Il n'y a aucun programme, il se laisse porter. Au moment où il apparaît, la réunion commence. Oui, d'accord. Il est riche. Riche? Non. Riche, c'est pouvoir louer un jet, faire une virée en hélicoptère. Lui, c'est plutôt... Hé, j'ai envie d'un sandwich à la viande de chez Philly. Envoyez quelqu'un en acheter pour tout le monde. Vous ne savez jamais vraiment ce qu'il fait, ni pourquoi. Il vous dit qu'il se rend au Maroc pour superviser l'ouverture d'un hôtel de luxe, et au final, vous apprenez qu'il est à Hangzhou pour un nouveau site web. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un épisode sortant de l'habituel puisqu'on va parler financement bancaire, mais on va parler ici de financement bancaire non conventionnel. On va sortir du conventionnel pour montrer l'étendue du possible, voir ce qu'il est possible de faire, possible de déployer en France, à l'étranger, financer depuis la France un bien à l'étranger pour permettre une diversification au travers du financement. Avant de commencer, pensez à vous abonner. Vous trouvez beaucoup de contenu en lien avec l'immobilier si vous nous découvrez au travers de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à consulter les autres épisodes et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Commande-nous des likes, s'il te plaît. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. D'ailleurs, on le répète souvent, mais n'hésitez pas à consulter parce qu'on a énormément de bons retours. L'épisode de Robert Aldin qui nous explique comment il a constitué un patrimoine de 13 millions d'euros avec une humilité totale. Beaucoup de simplicité et on le salue au passage. Et un salaire d'aide-soignant. D'aide-soignant, donc moins de 2000 euros de mémoire. 1500 euros, je dirais. Donc, beaucoup de gens pensent qu'on s'adresse qu'à une certaine forme d'élite, mais avec de la stratégie. Si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Non, mais il n'est pas dans le biais du survivant, il n'a pas quelque chose à vendre. Mais par contre, il y a une détermination et une vision long terme. Il a toutes les caractéristiques de la réussite au sens, on va dire, entrepreneurial du terme. C'est un long-termiste, 15 ans d'endurance, d'investissement. C'est un capitaliste au sens de la capitalisation immobilière. C'est quelqu'un qui apprend, c'est un persévérant, etc., etc. Donc là-dessus, oui, c'est très, très instructif, très enrichissant comme parcours. Je suis d'accord avec toi. Et on le remercie de sa présence. Ici, on va parler financement post-acquisition puisque, Fouad, tu m'as partagé une opération que tu viens de faire et la méthode de financement est hors sentier battu, non conventionnelle. On va parler de la possibilité de faire du crédit lombard pour acheter de la villa à Bali depuis la France et pas sur des montants ridicules. Donc ça sera intéressant, surtout qu'une villa à Bali, on ne peut pas avoir accès au financement bancaire sur place. C'est très difficile. Et ça m'étonnerait qu'une banque de Dubaï te finance une acquisition à Bali. C'est très difficile. Je n'y crois pas qu'une banque... Alors peut-être que c'est possible, mais pour un Français, la meilleure manière de financer son projet, on en parlera à Bali, c'est soit de le payer cash, soit d'essayer d'obtenir un privilège monétaire de sa nationalité. Et on vous donnera le nom de la banque qui a fait ça. C'est une banque qui n'est pas trop connue en plus en France. Donc, restez bien jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez réserver un audit stratégique avec Fouad. Le lien se trouve dans la description, sous la vidéo, sous YouTube et dans la description du podcast, qui vous permettra de faire l'étude de votre situation sur mesure, un plan de route personnalisé, sur quelle taille d'opération se positionner. Tout à fait, corriger toutes les imperfections, optimiser le profil. On est vraiment, on essaie de, en fait, j'essaie de faire vraiment dans la proactivité, dans le sur-mesure pour vraiment préparer le profil de l'investisseur à son blitz. Et donc, c'est une phase qui est extrêmement importante parce qu'elle se situe très en amont du parcours et il faut en passer par là pour pouvoir en fait aller plus vite. Il faut avoir un niveau de préparation en amont qui est très élevé, de pro. Tu auras le lien de la masterclass offerte Le Capital qui te permettra de voir comment on crée un capital, comment on passe de la phase 1 à la phase 2 avec des techniques avancées. C'est entièrement offert et en direct. Tu peux t'inscrire en 2 clics. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez déposer votre candidature à Patrimoine Exponentiel pour rejoindre la communauté la plus ambitieuse de France en matière immobilière et mettre les bonnes stratégies en place. Quelque chose à rajouter, Fouad ?
Rien de particulier. Alors, Fouad, on va commencer. Ça va être un peu du storytelling. Puisque Mais à base réelle. à base réelle, non exagérée. Alors moi, si tu veux, l'exagération, c'est une figure de style que j'utilise quasiment jamais. J'aime bien le raisonnement par l'absurde, qui est un raisonnement mathématique pour démontrer l'absurdité en fait d'une affirmation. Mais l'exagération, ça, je laisse ça à Robert, Oussama, Hakim, etc., etc. Hakim, c'est pas du storytelling, hein, c'est Bah si, de l'invention telling. c'est du mensonge cocaïné. Sous kétamine. Alors, les 5 choses dont on va parler d'une acquisition immobilière que tu as faite, que tu n'as pas fait financer, et on va expliquer pourquoi. Le financement d'une construction d'une villa à Bali pour un résident français au travers d'un crédit lombard en donnant le nom de la banque. Le refinancement d'une résidence principale sans la vendre pour sortir de l'épargne. On va parler également d'OBO, puisque c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, mais qui nécessite un peu de nuance, avec un retour terrain. C'est ça que nous allons voir, puisque vous allez pouvoir le déployer tout au long de votre stratégie immobilière et qu'on va sortir un peu du terrain battu. Donc Fouad, cet hôtel que tu as acheté. Alors, j'ai acheté... T'es mis à faire le Bernard Arnault maintenant, Non. dans la grande bourgeoisie. D'ailleurs, là. je vais l'appeler le cheval blanc. Le cheval blanc. Tu crois que je risque quelque chose ou pas? Il a des très très bons avocats. Bien sûr. Le cheval noir. Le cygne blanc. Le cygne blanc. Ouais, tu sais, c'est pas mal le cygne blanc. Hôtel Le Cygne Blanc de Besançon. Pourquoi est-ce que j'ai acheté... Alors déjà, on peut expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté ça en paiement cash. Pour quelqu'un qui est un apôtre du financement bancaire, pourquoi est-ce que j'ai acheté cash? En fait, j'étais sur une opération à forte concurrence, sans conditions suspensives d'obtention de financement, donc j'ai dû acheter. J'ai essayé de... Donc j'avais une autorisation de pré-commercialisation. C'est une opération de marchand de biens. Il y avait grosso modo une dizaine de marchands de biens. Il y avait tous les marchands de biens de la ville. Donc j'ai réussi à me positionner. Et ce qui s'est passé, c'est que la pré-commercialisation n'a pas fonctionné pour une raison très simple. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la pré-commercialisation? La pré-com, donc la pré-commercialisation, je peux l'expliquer. D'ailleurs, je peux donner un conseil pour les aspirants marchands de biens. Parce qu'en fait, tu as acheté le bien pour le revendre. Voilà, en fait, la pré-commercialisation, c'est quand on fait ça comme il faut, dans les règles du droit, ça va être une mention dans le compromis qui m'autorise à commercialiser le bien à la revente, alors même que je ne suis pas propriétaire. Et donc là, le vendeur ne peut pas s'opposer à commercialiser publiquement, donc avoir une communication de commercialisation. Donc j'en ai parfaitement le droit. Donc j'ai mandaté une agence pour commercialiser ce bien sur une opération. Pour moi, c'est un bien qui vaut 1,3 à une seule condition. Il faut obtenir le changement de destination. Donc en fait, aujourd'hui, tu as une destination, un usage, on va dire ça, qui est de l'hôtellerie. Et la problématique, c'est que moi, je n'ai pas voulu en fait vendre avec une condition d'obtention pour l'acquéreur de changement de destination, pour pouvoir le passer en habitation. Donc, alors, c'est considéré comme du bureau, l'hôtel? Non, c'est en destination. Alors, c'est assez complexe. Tu vois, ça, c'est très français. La complexité entre la destination, l'usage, la sous-destination. Grosso modo, tu peux faire de l'hôtellerie ou de la para-hôtellerie. Grosso modo, c'est un hôtel. C'est historiquement un hôtel qui est à côté d'un autre hôtel. C'est vraiment un bel immeuble en plus, en pierre de taille, ce qu'on appelle de la pierre de Chahut, qui est une pierre locale à Besançon qui est bleutée. Donc elle est bleutée, et là-dessus, j'ose le dire, qui est beaucoup plus belle que la pierre haussmannienne qu'on a à Paris et à Bordeaux, qui est très uniforme. Donc là, c'est vraiment un très bel immeuble. Détends-toi. Non, mais c'est vrai. Alors tu sais que moi, je suis très, très objectif et j'aime la pierre. Bref, du coup, c'est un très très bel immeuble patrimonial. Et en fait, la plupart des acquéreurs qui voulaient l'acheter souhaitaient l'utiliser en fait en habitation, et certains marchands de biens étaient intéressés pour le racheter, pour le revendre à la découpe. Le problème, c'est qu'en fait, on est en hyper centre-ville et la réglementation de la ville de Besançon est extrêmement stricte. C'est une ville de cochon? Oui, alors de Europe Écologie Les Verts. Elle est radicale ou c'est la mairie ou...
En fait, c'est pas que. Alors, si tu veux, Parce que moi, j'aime oui, pas quand elle met des pistes de vélo partout. J'aime pas je fais pas de politique, mais je n'aime pas Europe Écologie Les Verts, je n'aime pas la gauche et je n'aime pas l'extrême droite dans les villes. Ouais, mais là, si tu veux, le truc, j'en avais parlé de cette règle, mais là, c'est pas du Mélenchon. C'est simplement. Il y a du bien, hein, il y a du bon. Il y a du bien, non. C'est Alors, pas une radicale. Il y a eu beaucoup de bancs dans les parcs. Il y a eu beaucoup d'arbres également sur une des places principales, l'ancienne place du marché qui s'appelle la place de la Révolution. Il y a du bon, mais là, sur l'hypercentre, en secteur sauvegardé, c'est extrêmement difficile. En fait, pour obtenir un changement de destination, il faut avoir. Donc, il y a 23 lots. Il faut 23 avoir chambres. Ouais, il faut avoir l'équivalent de 23 parkings. Ou je ne sais plus, dans le PLU, plan local d'urbanisme, peut-être qu'il faut un demi-parking sur ce type de superficie. Donc, grosso modo, tu dois sortir. Si c'est Europe Écologie Les Verts, mais un hangar à trottinette. Non, parce qu'en fait, non, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, la commercialisation. Trottinette non genrée. Oui, ça, c'est important. Moi, de toute façon, le discours doit être non genré. Donc, la commercialisation n'a pas pu se faire. Donc, j'ai été obligé d'acheter en paiement cash. Donc, parce que tu n'avais pas de compte. Ça, il faut l'expliquer. Alors, j'étais obligé d'acheter. Tu n'avais pas de conditions alors, tu vois, ça c'est intéressant parce que moi, je fais mes propres offres d'achat. Tu étais avec des marchands de biens. Ouais, j'ai été obligé de la modifier, en fait. J'ai été obligé de d'épurer mon offre d'achat pour être accepté par le vendeur par rapport à la concurrence. Donc, j'ai dû enlever toutes les conditions que je mets habituellement. Et en plus, j'étais dans l'obligation de verser un dépôt de garantie. Ouais, c'est chose qu'il ne faut pas faire généralement. Oui, mais là, j'avais pas le choix, c'est-à-dire que c'est là où il faut s'adapter. Il n'y a pas un modèle, il y a une structure. Il faut s'adapter à l'intensité concurrentielle, à la rareté du bien. Un immeuble comme ça, t'en as un tous les... statistiquement, je dirais, t'en as un tous les 10 ans. Donc, j'ai acheté, au final. Et là, je me suis dit, soit je leur vends à prix coûtant. J'ai eu des gens qui voulaient le racheter aussi pour faire un hôtel, ce qu'on appelle en fait un hôtel boutique. Je ne sais pas si ça te parle. Un boutique hôtel. Ouais, un boutique hôtel. Donc je sais. Luxe. En fait, t'es pas dans une chaîne, t'es dans un truc un peu. Oui, c'est indépendant. Et la personne donc a fait défaut. Et là, je me suis dit, mais j'ai quand même l'opportunité. Il est exploité ou pas? En fait, ce qui est très intéressant, ce qui peut coûter très cher, alors ta question elle est très intéressante, pourquoi ? Parce que ce qui m'a également poussé finalement alors j'avais pas le choix de l'acheter, mais à le conserver, parce que là je suis dans une stratégie aujourd'hui de conservation de ce patrimoine. Donc tu as une absence de fonds de commerce à payer parce que les propriétaires en fait l'exploitaient en un peu résidence de service étudiante. Donc, mais bon, un peu, on va dire, pas marchand de sommeil, mais bon, c'est pas terrible, quoi. C'est assez vétuste, hein. Je pense que l'intérieur n'a pas été rénové depuis plus de 30 ans. Et donc, le fonds de commerce, je l'ai eu pour 0. Et en fait, le fait de partir, on en parlera sur un financement post-acquisition, et c'est une opération à 2 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on a le paiement d'1 million. Et en travaux mobiliers, j'ai envie de faire un hôtel un peu, on va dire, assez haut de gamme, à la parisienne, vraiment le beau mobilier, les boiseries, le point d'Hongrie, le marbre dans la salle de bain. Là, je vois que je te fais rêver. Là. Non, j'aime pas le marbre, là, ça fait russe pour moi. Non, mais ça dépend les marbres, en fait. Ça dépend la qualité du marbre. Moi, je te ferai 23 Love Room. Non, il faut pas. Ça s'appelle un bordel, 23 Love Room. Donc, c'est illégal. Là c'est le cash flow. Voilà, c'est le cash flow. Et attention, avec distributeur de capotes dans chacune des elles ne sont pas offertes. Ah non, elles sont en plus. C'est les ventes additionnelles. Voilà, c'est de la vente additionnelle sans retour de monnaie. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, travaux, mobilier, etc. Il faut compter 1 million d'euros sur un truc plutôt haut de gamme. Donc, 1 million d'euros d'acquisition, 1 million d'euros de travaux, d'ameublement. Donc, c'est une opération à 2 millions d'euros. Sur un prévisionnel assez pessimiste, je suis au moins à 400 000 euros de loyer. Donc, c'est quand même assez intéressant avec pas une flexibilité, mais chercher le mot, tu sais, quand tu pilotes une organisation avec une taille très... restreinte. Ouais. Taille humaine. Ouais, non, mais ça apporte un autre mot, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que tu gères le business avec 3-4 personnes. Donc, femme de ménage, je sais plus comment on appelle ça, tu as quelqu'un qui pilote également tout ce qui est partie réservation, channel manager, je crois.
Donc, tu as un channel manager, tu as femme de ménage, et du coup, tu deviens en fait hôtelier. Tu as les murs. Donc, l'idée, c'est de... Alors, on en parlera du post-financement, ou peut-être refinancer ça, revendre ça à... parce que ce n'est pas forcément logé dans la bonne structure. Donc, vendre ça à une SCI, créer une société d'exploitation, et en fait, on va créer un fonds de commerce Et en qu'on a plus, eu t'as gratos. Tu n'as pas les frais de notaire puisque tu les as achetés en marchand de biens. Les frais de notaire réduits. Oui, je les ai eus à, je crois, 2,5. Tu as 5 ans pour revendre. Tu as 5 ans pour revendre. Ou, si tu conserves, je crois que tu peux repayer le delta. Il y a des intérêts également de retard à payer. Et là, ce que tu ferais, c'est en fait tu l'apporteras à une société indépendante. Deux choses. Soit je le vends à une SCI, Mais pour ne pas alourdir le bilan de ta boîte. Voilà, le bilan de la boîte. Soit je le vends, soit je le garde sur le bilan, et puis là, tu fais un refinancement, on en parlera. Soit je le vends à une SCI, et à côté, quoi qu'il en soit, pour vraiment Tu auras une distinguer. société d'exploitation. Exactement, tu as une société d'exploitation. Donc, pour en revenir sur le fonds de commerce, je l'ai à 0. Après les travaux et après l'exploitation, tu crées un fonds de commerce. Est-ce que tu as pensé à une holding anonyme comme Hakim Benotman? Alors, à Singapour, c'est ça? Hong Kong, Singapour. Il en a 100, non, il a combien? 36 holdings. 36 holdings, ouais. Pour moi, une, ça suffira. Une, ça suffira. Ça fera l'affaire. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai acheté cet immeuble, parce que c'était une opportunité exceptionnelle, que la précom n'a pas fonctionné à cause du changement de destination, et je me suis dit, alors j'ai été influencé par un investisseur que je trouve plutôt pas mal, qui était à la Paris Investor Week. C'est Jonathan Angelov, c'est ça? C'est celui qui ressemble à Largo Winch dans le film. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. J'ai cru que c'était l'acteur au départ. Ouais. Donc lui s'est diversifié beaucoup dans l'hôtellerie parisienne. Agnoso Capital. C'est pas son nom de famille, ça. Non, mais c'est le nom de sa foncière. Tout à fait. Il fait que de l'hôtel haut de gamme, il me semble. Voilà, donc l'hôtellerie, c'est vrai que sur Besançon, on n'a pas une hôtellerie, on n'a pas des prestations exceptionnelles. Donc en faisant un produit de qualité. Alors, il y a aussi quelques petites problématiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'ancien... C'est pour ça qu'aussi, dans une opération... T'en rêvais un peu, parce que tu vois... C'était plutôt le restaurant. C'était plutôt le restaurant. Ouais, j'aimerais bien avoir vraiment un petit restaurant, très très haut de gamme, nappe blanche, poisson, Châteldon, tu vois... le pinard. Là, je mettrais plutôt du... comment on appelle ça? Alors, moi, pour mes consommations personnelles, plutôt un Sauvignon Alain Mia, qui est un jus de raisin à 10 balles le litre, donc qui quand même coûte plus cher que du vin alcoolisé. Mais là, sur la partie hôtellerie, je trouve que... alors moi, je ne gérerai pas l'exploitation parce que je ne peux pas à distance. Mais là, je trouve que c'est quand même sympa. Là, tu es dans un processus entrepreneurial où tu as une diversification. Tu as une diversification extrême sur la partie professionnalisation. Quels sont les risques de ce genre d'opération? Les risques... Très faible parce que tu peux le revendre, tu avais de la concurrence. Alors, demain tu revends, tu perds les frais de notaire, 2,5 à la limite. Non, mais ça, c'est pas un risque. Pour moi, ça reste un coût largement acceptable. Non, les risques, si tu veux, demain, moi, je vais plutôt partir sur l'exploitation. Demain, je fais l'hôtel. J'en ai parlé à la banque, qui est plutôt favorable, moyennant un apport de 20%, voire moins. Demain, disons que ça fonctionne, mais que tu n'as plus envie d'exploiter le truc, tu vends le fonds de commerce, et tu as les murs, et tu factures un loyer. Donc là, tu rebascules sur un schéma investisseur classique, en ayant eu simplement en amont du rendement entrepreneurial, où il aura fallu mener un chantier de rénovation totale, dont la pose d'un ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Ça coûte... Non, là, il y en a pour 50K à peu près. Donc, ça reste un immeuble de 5 étages, mais c'est un petit ascenseur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une cour. Quand tu rentres, en fait, tu as une cour au fond qui permet de mettre l'ascenseur. D'accord, donc en extérieur. En extérieur. Donc, ça, c'est quand même très bien parce que si tu ne peux pas mettre l'ascenseur, pour moi, je ne vais pas sur un hôtel je crois qu'il fait 4 ou 5 étages sans ascenseur. Ouais, alors tu fais un hôtel de migrants, au pire. Non, moi je mange pas de ce pain-là. Donc en tant que fils d'immigré, je ne mange pas de ce pain-là. Tu leur fais un nouveau logement, tu vois, pour les recevoir. Je ne fais pas dans le social, je ne suis pas l'État français. Je contribue largement, on en parlait d'ailleurs, je suis très content de contribuer sur toute l'imposition que je paye, sur toutes les taxes, parce que j'ai été un bénéficiaire, maintenant je suis un contributeur. Ouais, mais c'est important de le dire. Et
Comme quoi le Ouais. système peut Peut marcher fonctionner. et fonctionne. Oui. Et fonctionne. Et t'es pas un cas isolé, mais t'es cette majorité silencieuse, je dirais. Tout à fait. Des choses à rajouter sur ce financement Alors, financement, donc... post-acquisition, tu l'as Post- payé cash. Alors, Sonnant et post-acquisition, trébuchant. si tu ne fais pas un nouveau financement en changeant de structure, c'est-à-dire que la structure A qui a acheté en paiement cash revend à la structure B de type SCI, là, il n'y a pas vraiment de délai. Par contre, il y a un délai très strict qu'on retrouve... alors, j'ai déjà fait un financement, un financement post-acquisition. Je l'avais fait en 2017. J'avais acheté un coup de bazooka sur un terrain à 20 € le mètre carré. Je crois que c'était un terrain qui faisait 2700 mètres carrés, donc il y en avait à peu près pour 55 000 €. Et je crois qu'un an plus tard ou 2 ans, je voulais faire une salle polyvalente, puisqu'il n'y en a pas à taille humaine, des salles polyvalentes à Besançon. Il y a juste du gros truc où tu fais 3-4 000 personnes. Il n'y a pas de salle pour faire 500 personnes. Donc j'avais fait un post-financement. Là, si tu conserves ta structure, l'acquisition par le biais de ces structures, tu as 6 mois à compter à partir de la date d'acquisition. Donc de l'acte authentique. Voilà, pour faire ton post-financement. Passer les 6 mois, c'est plus possible. En tout cas, sur la banque. Oui, alors, même c'est pas, une non, règle interne. sur deux banques. Sur 2 banques. Alors, je ne sais pas si c'est une réglementation, Ouais, mais sur c'est- 2 banques, j'ai eu le chiffre de 6 mois. Donc 6 mois après l'acte authentique, tu peux faire refinancer le bien. Tout C'est à fait. curieux de savoir. Post-acquisition, Ce serait exactement. curieux de leur demander. Sur les 2 banques que j'ai consultées, elles m'ont dit écoutez, il n'y a pas de difficulté sur. On fait un refinancement, mais on a 6 mois maximum à partir de ça. Alors, c'est tout frais, hein, j'ai acheté ça en fin septembre, donc il y a 1 mois et demi. Donc voilà. Alors, pourquoi financer après la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Je veux dire, j'ai mis 1 million d'euros cash. Avec 1 million, je sais que je peux enlever 7, 8, 9. Donc ça serait totalement stupide de ma part de laisser, si tu veux, temporairement. J'accepte qu'il soit consigné, il a été transféré. Mais évidemment, dans mon processus de capitalisation, je dois récupérer cet argent. Donc voilà pourquoi se faire refinancer. Et il n'y a que 2 manières, c'est soit le financement post-acquisition, soit refaire une transaction immobilière en revendant le bien à une SCI qui m'appartiendrait également. Et tu mettrais dans une SCI, pas une SAS. Alors, sur la partie Tu vois, moi sur détention des murs, non, la SCI, elle est très bien. Je ne parle pas de la société d'exploitation. Hein. Ouais, non, mais je mettrais moi sur une SAS. Pourquoi ? Je sais pas, parce que tu es quand même sur. Alors, tu risques d'être sur 15 ans de financement. Alors là-dessus, moi, j'aimerais quand même avoir 20 ans de financement. Pour éviter de mettre un loyer trop élevé à la société d'exploitation. Ouais, non, pour vraiment la séparation, tu vois, pour la limitation du risque. Ouais, mais par rapport à la responsabilité Ouais. infinie, ça, si tu veux, c'est pas là-dessus. Moi, j'ai pas de difficulté. Hein. La responsabilité limitée, de toute façon, si on veut faire sauter ta responsabilité, on trouve toujours un truc. Hein. C'est difficile. C'est difficile, mais Ah, c'est sûr, si tu fais comme Hakim, oui, bien sûr. Mais non, mais là, si tu payes les factures de la holding avec Non, mais là, le kebab. bien sûr, non, mais là, sur une SCI, tu factures un loyer, il y a rien en Non, mais opération. tu vois, s'il y a moi, c'est tout le temps le risque maximum où tu peux avoir beaucoup de personnes, une exploitation, un incendie ou un truc à la con. Oui, mais c'est les murs, c'est tout. Ouais, même. Tu as la responsabilité du bailleur, il n'y en aura pas. La responsabilité, là, elle incombe au locataire, à l'exploitant. Ah, non, mais c'est. Tu Les vois, mises aux normes. alors, D'ailleurs, oui. j'ai un autre hôtel où je suis en litige avec le locataire parce que j'essaie de déplafonner le loyer. Et il est très, très mal conseillé. Le locataire est vraiment très, très insolent avec moi. J'ai fait passer un expert pour pouvoir, en fait, donc un expert judiciaire pour faire évaluer le loyer au prix du marché. Et l'avocate du preneur, donc du locataire et le locataire, refuse que l'expert passe. Donc là, je suis en train de faire sauter le bail. En plus, elle refuse l'indexation des loyers. Tu récupères le fonds de commerce. Un fonds de commerce qu'elle a payé 230 000 €. Donc c'est le deuxième hôtel. En fait, là, actuellement, j'ai 2 hôtels. Pourquoi ? Pourquoi ? Calme-toi. Je vais racheter tous les hôtels de Besançon. Tu seras obligé de dormir chez moi. Et le petit-déj. J'irai chez Airbnb. Là, il y aura une homogénéisation des tarifs. La nuit est à 200 € partout à Besançon. J'irai dans un Airbnb. Ouais, quand tu es un professionnel, tu fais appel qu'aux professionnels. Et c'est valable dans tous les domaines. Deuxième sujet qui va intéresser certains, le financement d'une construction d'une villa à Bali pour un résident français.
Donc, le fameux El Famoso Crédit Lombard qu'on voit à toutes les sauces, tout le monde en parle, mais personne n'en obtient. Non, mais c'est vrai. Bah oui. C'est fantasmatique, c'est la holding du financement. Et en plus, Bali, ça fait rêver. Et j'ai tous les mecs qui me disent ouais, là, je vais faire un Crédit Lombard. Calme-toi, c'est un compte Revolut que tu as. Mais là, c'est intéressant. T'as la banque Nickel qui les fait également. Les Lombards. Ah oui. Tu vois, c'est quoi la banque Nickel ? Oui, mais c'est la banque des interdits bancaires, non ? Ou des clodos, là, qui... Sois respectueux des gens qui sont pauvres, quand même. Oui, c'est la banque des interdits bancaires, principalement. mais c'est 20 €. Oui, c'est le un truc package. C'est le truc Dans les bureaux de tabac. Dans les bureaux de tabac, Tout à fait. D'ailleurs, c'est une boîte, je crois, qui a été revendue à BNP. Je peux pas dire, j'ai pas Il me suivi. semble. Non, ils ont beaucoup de clients. Le financement d'une construction à Bali pour un résident français, comme j'ai dit, le Crédit Lombard, c'est un mot magique qui fait rêver énormément d'investisseurs. Ici, on va se projeter sur un cas concret avec des chiffres et expliquer les avantages et les limites d'un tel prêt. Le client, la trentaine. C'est un client du mentorat. D'ailleurs, je vais essayer de mettre en place exactement le même financement que lui, parce que ça serait complètement con de financer cash. Sur la première villa, c'est ce que j'ai fait, j'avais pas trop le choix. Mais là, on va être sur que tu te fasses un portefeuille. Exactement. Et ça va être l'occasion en fait d'entrer en diversification. Alors, je ne sais pas si le point d'entrée, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les compétences en bourse, mais en tout cas, on va parler du mode de financement, mais ça peut être l'occasion de diversifier également. Pas être 100%. Aujourd'hui, mon patrimoine est 100% investi en immobilier. Et j'aimerais débuter une diversification sur la bourse. Alors, on est sur un crédit Lombard assez particulier, parce que techniquement, un crédit Lombard, ça va être, c'est une sorte de prêt in fine renouvelé à chaque fois. Là, on est sur un crédit immobilier qui est garanti par un portefeuille. C'est-à-dire, vu que la banque ne peut pas prendre d'hypothèque, elle s'assure sur un portefeuille comme elle pourrait s'assurer sur une assurance vie ou sur un cautionnement, en quelque sorte. Tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le client qui a choisi les actions qui composent son portefeuille et la banque ne l'a pas forcé à prendre des produits maison merdiques au rendement ou à la rentabilité faible. Donc là, c'est un portefeuille qui est composé par l'investisseur, son portefeuille boursier. Donc il est quand même en capacité de mettre un peu de stratégie, de conviction. Et ça, c'est quand même pas mal parce que souvent aussi, on va te demander quand même en banque, si tu n'as pas les bonnes techniques, on va te demander en fait de prendre des produits maison. Et ça, c'est très intéressant parce que tu te souviens, on avait parlé avec Rémi, qu'on salue au passage, Rémi double particule. C'est-à-dire que Rémi pourrait mettre ses portefeuilles en collatéral. Tout à fait. Qu'il aurait sélectionné, c'est-à-dire avec son propre pilotage, Tu parles de lui personnellement ? Oui. Ok, mais pour ça, il faut être résident fiscal français. Voilà. Non, mais tu vois, c'est intéressant sur la possibilité que ça te permet de faire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire un levier sur un ton portefeuille. Actif qui s'apprécie, quoi. Et qui est productif. Et que tu as sélectionné, donc avec de la conviction, et si tu as de la compétence, tu es gagnant en fait. Tu gagnes sur les deux côtés. Sur les deux tableaux, exactement. Et parce qu'il a levé, c'est ça qui m'a étonné quand tu me l'as dit, il a levé un crédit immobilier sur 20 ans. Oui. Donc c'est royal. Et surtout pour un investissement qui est situé en Asie. Et qui est une construction. Tout à fait, en plus. Donc c'est doublement incroyable. Tout à fait. Avec un. Et c'est marrant le montant, parce que... est-ce qu'on peut dire le montant ? Ouais, le montant, on est aux alentours de 500 000 €. On est sur le podcast d'IM. Oui, mais attention là. 0,5. Oui, 0,5, pardon. Ouais, 0,5. 0,5, oui. Donc on est sur 0,5 qui correspond au coût de la construction hors terrain à bâtir. D'ailleurs, on en parlait avec Alex, là, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur le podcast. Et rien que le terrain, en l'espace de un peu plus d'1 an et demi,
a doublé de valeur. Alors j'avais bien acheté, mais tu vois, c'est quand même intéressant parce que finalement, ok, on avait acheté le terrain cash, on était sur un petit montant, 0,06 par parcelle. Ça te va mieux là, mais là c'est un peu plus difficile à comprendre. C'est mieux avec 0,07. Voilà. Donc voilà, mais là sur la construction, si on peut se faire financer, c'est mieux. Le levier chez l'investisseur signe noir est une religion. Et surtout que c'est du levier avec un sous-jacent que tu choisis. Oui. Et qui s'apprécie. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est important de le préciser. Tu peux même sortir techniquement les dividendes. Si c'était un portefeuille à dividendes, tu pourrais garder la propriété sur le dividende. Alors c'est pour ça que si tu veux, sur le lombard, en règle générale, je crois que sur le lombard, alors je suis pas sûr, mais c'est un prêt in fine. Oui, c'est un prêt in fine. Et là, c'est un prêt classique. Et c'est pour ça que c'est fantastique. Tout à fait. Parce que c'est un prêt immobilier qui garantit par un nantissement de titres financiers. Tout à fait. Et ça montre que la France est un paradis bancaire. T'as que les Français pour faire ça. Ouais, parce que je pense que même à l'étranger, ça serait un prêt qu'on renouvellerait tous les ans, avec les nouvelles conditions de marché. Oui, parce que là, ce qu'on n'a pas dit, là, on est en taux fixe. En taux fixe sur un investissement à l'étranger. Que les gens se rendent compte, on va donner le nom de la banque. On va le donner quelque part. Ça vous obligera de suivre. On va mettre un peu de marketing dans ça. Mais c'est vraiment des conditions qui sont exceptionnelles. Et le taux d'intérêt, ça doit être du 3, 3,2 ? Je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Hein, ça reste un taux d'intérêt en prix de marché. En prix de marché. Et en combien de temps le rendement locatif aura remboursé ? Si je prends large, 10 ans ? 10 ans, maximum. Donc en 10 ans, il aura entièrement remboursé. On fait au moins 10 points de rendement net. Voilà, donc et on est conservateur. Je préfère être conservateur, comme ça évite. En fait, je préfère les bonnes surprises que la désillusion. Oui, donc la maison... Et 10 ans, c'est déjà un retour sur investissement qui est quand même très fort. Et attention, sur une gestion 100% passive. Pour te dire, l'investissement à Bali, c'est l'investissement le plus passif dans mon portefeuille, dans mon parc immobilier. Et c'est le plus agressif ? C'est 0. Alors, c'est celui qui a le taux de rendement le plus important. C'est la somme la plus faible aussi. En plus-value, c'est une des sommes les plus faibles, mais si tu veux, mais aujourd'hui, en amplitude. C'est un bien qui vaut 350 000 $. Tu parles en dollars, toi, même. En fait, c'est le. Non, mais ça y est. Allez, ça paye. Non, parce qu'en fait, j'ai fait évaluer ça par une agence qui s'exprime qu'en dollars, tu vois, l'internationalisation. On sent le mec. Les dollars, on a vu l'évolution. Je viens du prolétariat. Allez, maintenant, on achète 1 million cash des hôtels. C'est ça l'ascension sociale, en fait, radicale. C'est la progression. Les son dollars. patrimoine est réparti en dollars. On va faire du crédit lombard. Les dollars. Si tu veux, je peux parler en dinars algériens. Ouais, ça c'est. En monnaie de singe, si tu veux. En roupie indonésienne, je pense que ça. Ça c'est pire. Ça D'ailleurs, putain, elle arrête pas de se déprécier. J'espère qu'elle va s'effondrer, putain. Comme ça, on aura un coût de construction encore plus faible. Donc, c'est possible de le faire en France. Et ça, les gens, il faut pas hésiter à parler aux banquiers. Mais là, c'est du banquier. Alors moi, il y a 2 banquiers à qui j'ai demandé la possibilité du montage et j'ai eu 2 réponses positives sur 2 banques différentes. Donc ça, c'est intéressant. N'ayez pas peur de demander. Et ça, c'est... On donnera les banques à la fin de l'épisode, mais sur 2 banquiers. Et la deuxième... Parce que c'est des banques très particulières. Les gens ne les connaissent pas. Et la deuxième banque, si tu veux, je lui dis, voilà, mon client fait ça, machin, etc. Moi, la banque me finance. Elle m'a dit, mais monsieur, on peut le faire. Nous, il n'y a aucune difficulté. On donnera l'adresse du siège social également. Non, là-dessus, c'est... Quand on recommande, on se porte garant. Je ne me porte pas garant auprès de gens que je ne connais pas, même si j'ai une très grande confiance auprès de l'audience 10M qui est de très 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 grande qualité. À chaque fois, je suis très très surpris, agréablement surpris lors des audits quand je vois les profils. Je me dis... et t'étais là, toi, le nombre de vues. Mais ça, c'est quand t'as une mauvaise perception et j'ai corrigé le tir très rapidement. Ouais. Bien sûr, je préfère être... dans la confidentialité et dans la haute qualité. On va leur faire plaisir. Sortez vos stylos, sortez vos papiers pour noter le nom de la banque, parce que c'est un nom que vous ne connaissez pas. Et il y en a une, en fait, qui fait un peu banque de plouc. Ah, oui, c'est... Et qui est née dans ma région.
qui est né dans ta région, effectivement. D'ailleurs, tu vas commencer à me vous voyer, s'il te plaît, dans votre région. Comme si on Calme-toi. était- Non, mais tu commences à me vous voyer dans votre région. Le- Tu peux me tutoyer si tu veux. c'est le Crédit Agricole. Crédit Agricole est la deuxième banque. Et là, c'est incroyable. C'est Banque Pop. Banque populaire. Des bonnes De- vieilles banques françaises, Oui, classiques. mais- Et c'est pour ça que quand je vois un RIB d'un investisseur immobilier, quand je lui dis quel est... Il n'y a que moi pour poser ce genre de questions. Quelle est ta banque principale? Et quand il me dit c'est quoi toutes les banques de merde qui n'ont pas de licence bancaire là, en ligne Revolut. Ouais, Revolut. Alors, il y a, tu vois, moi, sur la société, je n'utilise pas en compte principal. non, je te parle d'un particulier Un particulier. français qui veut lever de la dette. Je parle pas d'un Ah oui. je te parle pas de conto, je parle pas d'un compte poubelle, je parle d'un compte Ah principal. non, mais moi, Euh, j'utilise Revolut Business en secondaire. Tu avais des gens à l'époque qui étaient chez ING, N26, quoi d'autre, Nickel, on en a parlé. Bah là, t'es niqué d'office, donc ça fait penser à Robert Bourgi, c'est ça? D'ailleurs, j'ai écouté Robert Bourgi. tu sais, l'avocat là, qui a payé les Je l'ai costards. niqué. Ouais, qui a payé les costards à Fillon. Donc, par fidélité à Sarkozy, il a abattu le concurrent. Oh. François Fillon, je l'ai niqué. Et c'est comme ça qu'il a sorti. Bah oui, parce qu'il a un accent un peu. Pied noir. Il a grandi Non, il a grandi au Sénégal. Ouais, Il est d'origine libanaise, en fait. Tu as une très grande diaspora libanaise au Sénégal. Et ouais, la banque, si tu veux, et c'est là où il faut faire attention. Les banques de détail françaises peuvent faire des miracles en matière de prêt immobilier. Elles ont la licence bancaire, évidemment, elles ont le savoir-faire, elles ont des solutions sur mesure parfois, elles brassent les volumes, les 1200 milliards, donc il faut toujours s'adresser aux banques locales Et ça, de c'est préférence et aux très banques traditionnelles de manière C'est très générale. important parce que les gens vont vous dire, oui, je vais te faire souscrire à une assurance vie luxembourgeoise, on pourra faire du lombard dessus. Alors, on te dit lombard. Ça fait rêver, Ça c'est donne prestigieux. une demi-molle. Et là, pour le coup, Prestigieux, c'est très comme la prestigieux, holding. c'est de l'imposture. C'est comme la holding. Alors là, Ouais. le mec, il arrive au dîner en ville. J'ai la holding, l'assurance vie lavée au Luxembourg, et j'ai le lombard sur de l'ETF. Et qui vient carrément d'Italie. Le Lombard vient d'Italie. Tu sais que ça vient de la banque Lombard. oui. de Lombardie. Non, les banques de Lombardie, qui Ouais. étaient les plus vieilles banques. Il faut savoir que la banque la plus vieille en Europe, c'est la Monte Paschi, qui est une banque italienne. Oui. La Donc laissez tomber le prestige, l'argent est dans la monnaie est dans les bonnes vieilles banques traditionnelles françaises. Oui, attention, groupe majoritairement. Crédit Agricole et groupe BPCE, c'est des mastodontes mondiaux. Oui, Plus mais, petits que BNP. oui, mais je dis C'est ça. dans le top 20 des, Non, mais des banques mondiales. je dis ça par rapport à la domiciliation auprès d'établissements. Alors c'est pas auprès de, on va appeler ça banque, en ligne, qui sont moins chers. C'est une erreur stratégique. Là-dessus, tu dois en fait être viscéralement, physiquement attaché aux banques traditionnelles. C'est elles qui ont le pognon, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Ouais, et là où je mets tu vois, de l'utiliser en compte secondaire, ça c'est autre chose. c'est autre chose. Moi, par exemple, j'ai un compte Revolut Business en compte secondaire. C'est super pratique quand tu pars à l'étranger. Sur le taux de change et tout ça, les cartes passent, tu peux payer à l'étranger. Toi, tu fais passer les frais de la maîtresse dessus en plus pour une question d'asymétrie d'info. Les frais de la maîtresse. De la maîtresse. Du harem. Du harem, pourquoi Pourquoi Non. tu minimises mon ambition? Non, mais tu vois, à l'étranger, utiliser des cartes Tu as plusieurs amoureuses, comme dirait Oussama. de malade. Il a dit qu'il y avait plusieurs amoureuses sur le champ lexical en plus. C'est mignon. Les enfants qui parlent, mais c'est mignon. C'est mignon. Donc, pensez que ce n'est pas les banques qu'on va vouloir vous vendre. Je peux vous dire que vous attendiez tous le nom d'une banque de fous, quoi, en de fait. façon, ouais, c'est Rothschild. Et là, on est Crédit Agricole. De Franche-Comté. Crédit Agricole de Franche-Comté. Il n'y a que de l'herbe du comté dans cette région. Et banques Et populaires. des montagnes. C'est les deux banques auxquelles vous n'aurez pas pensé. Donc, n'ayez pas peur de travailler votre relation bancaire. La banque, en France, vous aidera à vous enrichir.
On peut parler rapidement du refinancement d'une résidence principale sans la vendre. Donc c'est du crédit hypothécaire. Et de parler du crédit hypothécaire pour, par exemple, refinancer un bien qui est totalement payé ou pas forcément entièrement payé pour... Pas entièrement, mais je pense Bon. que le plus simple, c'est quand il est totalement payé. Alors pareil, c'est une solution qui fait saliver. Il y a quand même plusieurs... ça fonctionne là-dessus, mais il y a des conditions. Premièrement, c'est mieux d'avoir ce qu'on appelle une marge hypothécaire de 100%. C'est-à-dire on dispose de la pleine propriété financière de son bien, donc on n'a pas d'hypothèque. Un CRD de zéro. Quoi. Un crédit CRD restant de zéro. Capital restant dû de zéro, exactement. Donc là, le principe est très simple. On fait un prêt in fine, donc on paye ses intérêts et on peut avoir en fait une ligne de trésorerie tout en conservant son bien. Donc c'est une solution qui peut dépanner, qui est intéressante, qui permet de travailler le profil emprunteur, par exemple. Avec de l'épargne. Oui, exactement. Donc, c'est une bonne solution. Bon, principalement, ce sont des banques étrangères qui le font. Ça coûte quand même plus cher. Tu peux donner une idée Alors, je pense qu'on va être entre 4,5 voire 5%. En banque, ça va être quoi? Ça va être Caixa, des choses comme ça? Non, je ne sais pas si la Caixa le fait, mais il y a beaucoup de banques allemandes, luxembourgeoises qui le font. Peut-être aussi certaines banques suisses. T'as qui au Luxembourg qui fait ça? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais fait à titre personnel, mais... Je sais que ça se fait. Je sais que tu as des banques qui financent des résidences principales, mais au-delà du million d'euros. Oui. Et leur pub, d'ailleurs, c'est dire on finance tout et il n'y a pas de HCSF. Oui. C'est intéressant, mais ils commencent l'étude à 800, 1 million. Et c'est une banque particulière au Luxembourg, donc c'est pas donné à tout le monde, mais ça peut être une technique intéressante. Mais attention, quelquefois, ils n'ont pas forcément le différé. Tu peux être sur du taux d'intérêt. Ce qui est intéressant, si tu veux, parfois, quand tu as la petite cinquantaine ou tu es en fin de quarantaine, tu as payé ta RP, tu n'as pas investi en locatif, tu as encore une belle fenêtre de tir de, on va dire, 5, 6, 7 ans. C'est d'y aller à fond. C'est d'y aller, puis c'est de capitaliser. On est encore sur le principe de l'effectuation. C'est quoi tes cartes en main? Et là, on a une belle carte. Quand on a une belle marge hypothécaire de 100%, donc un capital restant dû de zéro, on peut faire refinancer, on conserve la résidence principale. Ça évite également on va dire, ça évite de se friter avec madame, qui a un attachement émotionnel plutôt généralement assez fort sur la RP, si les enfants ont grandi, etc. Donc pour moi, c'est un outil intéressant. Alors, je vais y mettre des subtilités parce que j'avais partagé le podcast à mon cousin et sur le refinancement ou même le financement à l'étranger. La relation bancaire est importante parce qu'il avait essayé de se faire financer la construction d'une résidence en Espagne. On est quand même un plus proche de Bali. Et il était dans les deux banques des personnes. En Espagne, tu dis? En Espagne. Ouais, elle finance. J'ai mon chasseur immobilier, que je salue au passage, qui a fait une opération à Valence, qui a obtenu 70% de crédit sur l'opération. Donc elle finance également les banques espagnoles, qui sont quand même assez agressifs également sur le fait de pouvoir bosser avec des Français, qui ont un pouvoir d'investissement et d'achat qui est supérieur à ceux des Espagnols. Donc on peut avoir également plutôt facilement, là pour le coup, un financement. Alors il faut aimer l'Espagne, parce que si tu le fais dans une optique aussi de pied-à-terre, c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais, investissement, jouissance. Mais avec 30% d'apport, moi je préfère le faire au Maroc. Tu peux faire éventuellement les deux si tu as le. Moi, à titre personnel, je préfère le Maroc. Tu étais sur les mêmes apports, peut-être un taux d'intérêt un peu plus faible en Espagne que. Après le Maroc, c'est vrai que je trouve que les prix ont quand même pas mal flambé. Si tu vas sur du Riyad, par exemple, tu vas être sur des budgets qui sont beaucoup plus élevés. Plus toi, ça doit te faire plaisir, le Sahara occidental là. Moi, je suis totalement neutre au niveau politique. Donc, j'ai le passeport, mais je ne fais pas de politique. Donc, là-dessus... tu veux pas acheter des terrains là-bas? Moi, quand... merci, mais non, merci, mais non, merci. Ben non, tu vois, mais ta remarque est intéressante parce qu'on est dans un conflit territorial. Et je pense que c'est exactement le genre de zone dans lequel il ne faut pas investir. Où ça? Tu parlais alors certains vont l'appeler le Sahara marocain, et la dénomination c'est Sahara occidental, avec le front Polisario. Donc tu as un conflit qui est soutenu par l'Algérie, et tu as le Maroc qui
revendique le territoire, mais c'est le genre de territoire dans lequel, moi, personnellement, je n'investirais jamais Et parce que... l'Algérie Comment ? Et l'Algérie L'Algérie non plus, parce que je pour n'ai l'instant pas... ou Non, c'est que j'ai pas de raison fondamentale. parce qu'Alger est pour- une belle ville, non? Ouais, mais pour des raisons personnelles, si tu veux. À l'époque, j'avais mon père donc, qui est décédé depuis, donc j'allais 2 à 3 fois par an. Donc là, j'ai pas de motivation personnelle pour... Moi, j'aime bien cette notion de pied-à-terre, en fait. Mm. Je suis dans une vision de mobilité géographique. Quand j'investis à l'étranger, c'est un bien qui va être Jouissance et plaisir. obligatoire. Tu vois, là, Mais on tu vois, parlait de c'est- Nice, qui est une de mes prochaines opérations. J'aime beaucoup la ville de Nice et j'ai investi à Nice non pas pour le rendement ou la rentabilité, non pas que je m'en fiche, mais je cherche un pied-à-terre qui évidemment pour être loué. D'ailleurs, Nice a durci énormément la réglementation sur la location courte durée, ce qui m'embête un peu parce que là, moi, j'ai besoin de la LCD non pas pour maximiser le rendement, mais pour avoir la disponibilité du bien quand moi j'ai envie d'y aller. Ouais. Ouais, c'est une belle villa, 2500 mètres carrés, vue Oh. sur la mer, et héliport. On Il a est racheté un russe. On est sur quelque chose de plus modeste. On est quelque chose sur Il est arrivé sur la résidence de mais, russe. mais en tout cas, Paiement Nice, comptant. très belle ville. S'il y a des gens de Nice qui nous écoutent, très très belle ville. J'aime beaucoup Très cette ville. patrimonial. Ouais, puis il y a un côté italien. Et bien tu- géré. ça a l'air. Après, je suis pas un C'est à professionnel. combien de taxes foncières? Je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense qu'elles sont pas Ils sont énormes. pas énormes. Mais tu manges bien, tu as la mer, tu T'as l'aéroport. as l'aéroport qui est hyper pratique parce qu'il est pas très loin. Et en plus- D'ailleurs, je me positionne également sur des locaux commerciaux. J'ai fait les offres là, j'espère qu'elles vont passer. Et en plus, je à suis côté sur de Delon. l'aéroport de Nice, Hmm. pour l'enregistrement des podcasts, tu as les studios Ah de Yann oui, Darwin. tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est important. On pourra enregistrer les podcasts Ouais. chez Yann Darwin. Exactement. Je suis pas sûr de vouloir Chez- mettre chez- une pièce dans la machine, mais Chez Dubaïot. chez ton mentor, on pourra peut-être y aller. Je pense que. Donc, Ce sera peut-être Angela là-bas, à nous accueillir sur place. dernier point, j'aimerais parler de l'OBO. La vérité derrière ce montage d'un point de vue opérationnel. La vérité, Serge, La vérité. l'OBO, L'OBO, c'est le rachat à soi-même. c'est ultra sexy. C'est ultra sexy, c'est la vente à soi-même. Beaucoup de gens se disent je vais faire un OBO, mais entre parler et obtenir l'OBO, Ouais, je alors- dirais que c'est le financement le plus difficile à obtenir. Non, je suis pas d'accord avec toi là-dessus parce qu'en fait, je vais faire un parallèle directement entre l'OBO et le crédit hypothécaire pour une simple raison. Si tu veux, le crédit hypothécaire, ce sont essentiellement des banques étrangères qui le pratiquent, alors que l'OBO, les banques françaises savent le faire. Oui, mais si par exemple tu es à fond de l'endettement, L'OBO, il y a une manière de préparer le profil pour pouvoir l'obtenir. Alors, pour te dire, si tu veux, l'OBO, j'ai déjà vu plusieurs cas, plusieurs personnes, dont certains de mes clients qui ont obtenu un OBO qui a été réalisé suite à mes conseils directs. En fait, quand est-ce que moi je préconise un OBO? Tu as un bien patrimonial. J'ai un client qui a un bien patrimonial dans, on va dire, le même secteur que le président de la République. D'ailleurs, j'étais très étonné que dans le nord de la France, on a un mètre carré à plus de 10 000 euros. Donc, et d'ailleurs, je salue les gens du nord de la France parce que je m'entends plutôt très bien avec eux. C'est une zone très patrimoniale. Il ne voulait pas vendre, mais je lui ai dit, là, pour moi, en fait... et il y la avait un problématique- attachement, c'était une résidence secondaire. Mais pourquoi est-ce que je lui ai demandé je lui ai conseillé de vendre? Parce que on est sur un bien à peu près à 500K. Non, c'est qu'il avait mis 200 ou 250K d'apport. Donc je lui ai dit, il faut que tu récupères ton apport. Ça peut se faire de deux manières. Soit tu vends le bien, soit tu fais l'OBO. Et il a fait l'OBO, il a obtenu le financement de la totalité du bien. Alors il a dû mettre, parce que quand il l'avait fait... 100%, et- Non, il a dû mettre en fait juste les frais de notaire. Mais les frais de notaire, on aurait pu les faire sauter si il avait déjà entamé les démarches bancaires avant qu'on puisse structurer la chose. Mais en tout cas, même en mettant que les frais de notaire, c'est Et hyper il intéressant. faut Il a penser à conservé ça. le bien. Il faut et, penser à ça, c'est que vous payez une deuxième fois les frais de notaire. Et, ça, c'est l'inconvénient. parce que les gens l'oublient, c'est-à-dire que tu as payé la Je suis première d'accord. fois, Ouais. Ouais. et les gens oublient cet aspect, c'est-à-dire sur un bien où il y a un attachement. Alors ça dépend quand est-ce que tu l'as acheté, parce que si tu l'as acheté il y a 20 ans, tu les as amortis. Comme Oui. dirait Sarkozy, le château de Versailles, il est amorti ou pas? C'était pas Carlos Ghosn qui disait ça? Non, non, lui c'est autre chose. Il a participé à l'amortissement du château de Versailles. Voilà. Non, mais il parlait de Louis XIV. Mm. Et le château de Versailles, il est amorti ou pas? On disait que c'était de la folie à l'époque.
Bien sûr qu'il est amorti. Ça fait combien de temps ça fait Versailles, c'est quelle date? 16e? 18e, non 18e? Putain, on va passer pour des incultes. Putain, on va couper. J'ai un client qui est royaliste et qui est passionné par l'histoire de France. Il me semble que la terminé. Je crois que c'est je crois que c'est le 17e. Non, 2022. Tu parles de quoi en fait? Et était livré il y a 2 ans. Alors, il faut la date de début ou la date de fin. Ça a été un chantier titanesque. Année d'inscription, non, ça on s'en fout. Début de construction 1623, 17e siècle. Donc 17e, j'avais raison. Début de construction, fin de construction 2017. Tu vois. Alors, le château de Versailles, il est amorti ou pas? Tu vois, ça, c'est une bonne punchline à Sarkozy que j'aime beaucoup. Non, mais c'est quelque chose à préciser parce que les frais de notaire, les gens oublient souvent ce calcul de dire. Bien sûr, ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût. Maintenant, alors ta remarque, elle est hyper intéressante. Regarde. Elle est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une grosse stratégie bancaire, patrimoniale, quand tu veux vraiment lever de l'argent, est-ce que vraiment, dans le principe de la substitution, est-ce que vraiment les 8% des 500K, si on prend ce montant-là, ça fait quoi? Ça fait dans les 40 dans ces eaux-là, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que 40-45 000 euros, c'est ce qui va t'empêcher finalement d'aller récupérer du capital, de l'épargne visible, pour pouvoir en fait aller jusqu'aux 10 millions d'euros? La question pour moi, en fait, si tu veux, le coût reste un paramètre sous-jacent, anecdotique, à ne pas prendre en considération. Alors, il faut le faire en connaissance de cause, mais ce n'est pas un point vital, névralgique. Ça n'a aucune espèce d'importance de mon point de vue, mais tu as raison de souligner que ça a un coût. Est-ce qu'on a d'autres choses à préciser dessus? Sur l'OBO, je connais quelqu'un qui a fait cette technique, ne le faites pas, donc je vais vous citer plutôt une contre-référence qui a fait un OBO. Sous-estimé pour pas trop payer de frais de notaire. Alors là, c'est l'inverse. Tu vois, moi, je suis plutôt favorable à surestimer le bien pour sortir en faveur du fisc. Voilà, parce que il y a ça, mais l'OBO aussi pour éviter justement l'abus de droit fiscal. Et le fisc regarde également cette partie sur les frais de notaire où les gens ont tendance à minimiser. L'objectif, c'est de récupérer du capital. Et pour récupérer du capital, il faut être au moins au prix du marché. C'est comme les OBO. Alors tiens, je rebondis là-dessus. Comme j'ai énormément de clients médecins, j'ai dû en accompagner en 6 ans, j'ai dû en accompagner au moins 20. Je leur conseille systématiquement de faire un OBO professionnel quand tu vends ta patientèle à une CELARL que tu viens de créer. Et là, on me dit, mais Fouad, c'est combien le montant de l'OBO? Je leur dis le maximum possible. Et petit tips. Petit conseil stratégique à forte valeur ajoutée. Faites-le en début d'année. Oui. Pas en fin d'année. Pour des raisons fiscales? Pour pouvoir conserver les fonds? Pour conserver 30% des fonds. Bien sûr, parce que tu as l'imposition, tout à fait. Tu as l'imposition, donc ne vous dépêchez pas de le faire là en novembre. Après, si c'est au mois de si t'es au mois de juin, n'attends pas non plus janvier. Voilà. Mais ça dépend. Mais tu as raison, hein, si on peut avoir parce la main si sur tu le le fais en calendrier. janvier, si tu le places bien dans ta stratégie, que tu le fais en janvier, ça fait la différence. Tu vas payer l'impôt. J'ai un autre client qui l'a fait. Alors d'ailleurs, tous les clients que j'accompagne qui sont médecins, ils font quasiment tous un OBO en fait. Et ça, c'est hyper important parce que franchement, c'est des belles sommes. Hein. C'est du 500, 600, 700 000 euros. Ça va. Et moi, j'avais dit à un client, écoute, même si tu vas payer plus de fiscalité, si tu peux le faire à 1 million, prends 1 million d'euros. Ok, tu vas lâcher 30% de flat tax, mais tu te retrouves avec 700 000 euros de trésorerie. C'est pas si tu transfères la patientèle à une holding de Singapour repris par une holding de Hong Kong. Par une des 36 holdings, c'est ça? Par une des 36 holdings de Hakim Benotman. D'ailleurs, on avait bien flairé le truc, tu vois. Tu te souviens quand j'avais fait on a été parmi les premiers. On a du flair pour démasquer les imposteurs. Bon, on a... Je pense qu'on a balayé les principaux... financements non conventionnels. Ça sort un peu c'est de la discussion, mais il y a beaucoup de possibilités. Ça montre aux gens, en fait... on n'est pas que sur le financement immobilier, les banques. Ne vous faites pas avoir avec un discours. Soyez dans une démarche effectuelle
d'effectuation, pour reprendre le titre du livre qu'on vous conseille. Dont le premier principe est faire avec ce qu'on a, avec les cartes en main. Et de se concentrer sur ça. Parce qu'en fait, les gens vont se dire, ouais, ils vont rêver des banques étrangères et tout ça, alors qu'il y a énormément à faire et qu'ils ne vont même pas penser à aller consulter leur propre banque. Oui, le bon vieux crédit agricole, qui te finance ta villa à Bali. Ah, et qui la finance sur 20 ans. Moi, j'ai envie de dire de manière beaucoup plus large, et ça c'est très important ce que je vais dire, le meilleur endroit pour s'enrichir, pour un Français, c'est la France. C'est la France. Et ça, là-dessus, je peux vous le démontrer économiquement, de manière extrêmement rationnelle. L'outil principal de la création de capital étant le levier bancaire, la France étant un paradis bancaire, le meilleur endroit pour s'enrichir, pour un Français, c'est la France. N'écoutez pas tous ces abrutis qui vous disent... Après le Liban, en immobilier. Voilà, oui, si on écoute les conseils de Charles qui nous gave. Charles qui nous gave. Ah, putain. Donc voilà, on a vraiment un outil extrêmement puissant mis à la disposition des Français dans le cadre du privilège monétaire de la nationalité. Donc il y a tous les outils d'enrichissement disponibles en France et il n'y a absolument pas besoin de quitter la France pour aller s'enrichir je ne sais où, sans la nationalité, sans la langue parfois, etc., etc. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour vous redonner espoir dans des choses qui sont très faciles à mettre en place avec un peu d'ingénierie et un peu de culot. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.